Bienvenue dans le Flow Conscient, un espace où l'on prend le temps de respirer, de penser et d'habiter pleinement ce qui nous traverse. Une immersion dans le présent où le yoga, la philosophie et le développement personnel s'entrelacent pour éveiller le corps, le cœur et l'esprit. Ici, la parole circule avec intention et on laisse couler les mots sans précipitation. En solo ou avec un invité, je t'accompagne dans l'exploration d'un flow à la fois ancré, lucide et vivant. Des formats courts pour des idées longues, destinés à celles et ceux qui se posent des questions, veulent penser autrement et apprendre à se connaître. Je suis Alexandra, professeure de yoga et naturopathe, et je t'invite à entrer dans le flow, tout simplement. Et bonjour, on se retrouve dans cette deuxième partie, ce deuxième épisode qui porte pour titre « C'est quoi un bon professeur de yoga ?» Cette semaine, on va se placer plutôt, si tu es OK, du point de vue de l'élève. Donc on va se poser plusieurs questions, mais on va dire que au centre de toutes ces questions, la question la plus importante, c'est de quoi j'ai besoin en tant qu'élève et pour progresser dans ma discipline du yoga. Et avant qu'on aille plus loin, je vais commencer l'épisode en te lisant deux définitions. La première définition, c'est la définition que le Larousse donne du verbe enseigner. Donc en petit 1, on trouve faire acquérir la connaissance ou la pratique de quelque chose. Et en petit 2, on trouve apprendre, montrer, inculquer. Ça, c'est la définition que le Larousse nous donne du mot enseigner. Et j'ai cherché la même chose pour le mot élève. Qu'est-ce que c'est qu'être un élève ? Donc, c'est celui ou celle qui reçoit l'enseignement donné dans un établissement scolaire. Ça peut être dans un établissement scolaire. En petit 2, la personne qui suit l'enseignement d'un maître. C'est donc un disciple. Voilà, c'était avec ça que je voulais démarrer cette deuxième partie, ce deuxième épisode. Et simplement pour revenir un tout petit peu sur l'épisode de la semaine dernière. Donc voilà, on a parlé de la diversité des formations, de l'absence de cadre strict en France concernant la profession de professeur de yoga. On s'est aussi dit la semaine dernière que les formations étaient quand même une étape indispensable pour pouvoir enseigner. Et qu'à l'issue de ces teacher training, on rencontre des baby professeurs très différents les uns des autres, car ils enseignent, ils vont enseigner tous depuis leur personnalité, depuis leurs expériences passées, depuis leur passion, depuis leur hobby. Un ancien danseur, je te donne un exemple, utilisera sans doute de la musique dans ses cours, parce qu'il a eu l'habitude d'être porté dans sa pratique physique par la musique, là où un kiné, il y a des kinés qui deviennent profs de yoga, là où un kiné amènera sans doute beaucoup plus de notions en lien avec l'anatomie, tu vois. Donc, de ce qu'on est finalement, bien qu'on ait suivi des bases communes, bien qu'on ait suivi une formation qui est grosso modo la même pour tout le monde, de ces bases communes, on ne va pas faire la même chose et on ne va pas transmettre la discipline de la même manière. Donc ça, c'était les éléments que je voulais te rappeler concernant un peu en résumé, vraiment en synthétisant ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Et cette semaine, l'objectif, c'est de te donner des repères concrets pour pouvoir choisir un enseignant. Comment on reconnaît un bon enseignant ? Quels sont les critères à valoriser lorsque notre choix se porte sur tel ou tel professeur ? C'est vraiment important. Donc, on va d'abord parler des questions qu'on doit se poser en tant qu'élève. On va ensuite se poser la question de, puisqu'on arrive un petit peu à tracer les contours de ce qu'on est en tant qu'élève, qu'est-ce qu'on attend de son professeur ? Donc tracer les contours également de son professeur idéal, l'idée c'est quand même ça. On ira aussi aborder la notion de qu'est-ce que ça veut dire progresser ? Qu'est-ce que ça veut dire progresser de manière générale ? Qu'est-ce que ça veut dire progresser en yoga ?
parce que c'est un élément à prendre en considération lorsque l'on veut choisir, lorsque le regard se porte sur un professeur. On va commencer, si tu es OK, par voir ensemble quelles sont les questions qu'on se pose, qu'on doit se poser en tant qu'élève avant ou au moment où se présente le choix d'un professeur de yoga. Donc ça, c'est quelque chose que je dis souvent, il faut trouver son pourquoi. Pourquoi je me suis inscrit à un cours? Pourquoi j'ai envie de prendre des cours de yoga? Si j'ai envie de prendre des cours de yoga pour me détendre, c'est pas la même chose que si j'ai envie de prendre des cours de yoga pour renforcer la musculature de mon dos. C'est pas non plus la même chose que si ma recherche, elle est plutôt d'ordre spirituel. Donc, tes motivations, entre guillemets, je mets le mot motivation, tes motivations dans le choix de cette discipline sont fondamentales et sont très importantes à considérer, parfois même à raviver lorsque ça fait longtemps que l'on pratique. Ces motivations-là, elles sont hyper importantes parce qu'elles vont définir le socle de ce qui va t'orienter vers telle ou telle autre personne. Et ces motivations-là, c'est important de les réévaluer à différents moments de ton chemin d'élève, de pratiquant, parce que ça bouge. Ça bouge. Quand tu as 20 ans, si tu démarres le yoga à 20 ans, tu cherches sans doute pas la même chose que si tu démarres ou si tu as poursuivi ta pratique, ton cheminement, lorsque tu en as 45 ou 50 ans. Tu vois? Donc, c'est important, je dirais régulièrement, de réenvisager, d'ouvrir la discussion, de réfléchir à pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui m'intéresse, est-ce que je suis toujours animée par les mêmes choses, est-ce que j'ai évolué? Et si j'ai évolué, on va en reparler après, mais du coup, si j'ai évolué, est-ce que mon professeur a évolué dans le même sens? Parce que si toi t'évolues, ce serait complètement injuste de demander à ton professeur de rester la même personne. Ce serait pas du tout logique de lui demander à lui de ne pas évoluer. Mais si tu as évolué toi, est-ce que ton professeur a évolué dans la même direction? Ça peut arriver, parfois. Ou est-ce que tu sens que soit ton prof a évolué à l'opposé ou sur un autre chemin, soit peut-être qu'il y a un petit conflit de timing et ton prof, il évolue pas à la même vitesse que toi, ou que toi, tu n'évolues pas à la même vitesse que ton prof, bon, peu importe. En tout cas, c'est intéressant de se questionner souvent sur quelles sont mes motivations, pourquoi je viens, détente, santé, pratique physique type renforcement, mobilité, flexibilité, souplesse. Est-ce que je viens plutôt pour toute la dimension spiritualité, amener plus d'apaisement, de zen dans ma vie, de lâcher prise, de détente? Voilà, pourquoi je viens. Et je crois que dans la même idée, c'est important à un moment donné, quand on suit l'enseignement de quelqu'un depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est important de se demander est-ce que je viens pour la pratique et pour la dimension technique de la pratique, ou est-ce que je viens parce que je suis en adhésion avec ce que le prof véhicule? C'est pas que c'est pas une bonne chose, c'est une bonne chose d'être en adhésion avec ce qu'est le professeur. Mais faut pas se tromper. Je crois qu'il faut avoir conscience de ça et que quand tu sens que tu ne viens que par fidélité, même si j'adore la fidélité, mais si tu ne viens que par fidélité ou si tu suis les enseignements de quelqu'un par peur de blesser la personne si tu t'en allais, donc si tu restes un peu, tu sais, comme on reste des fois dans des vieilles relations amicales qui font plus trop sens, mais bon, voilà, on se connaît, on connaît l'odeur l'un de l'autre, on sait nos fonctionnements et du coup ça rend la chose confortable, ça rend l'expérience familière. Faut se poser la question. Est-ce que je continue de faire ça pour la dimension technique, pour l'apprentissage, pour l'acquisition de connaissances? Ou est-ce que je fais ça
par fidélité, par adhésion, par respect, même si évidemment le respect ça doit être là tout le temps, c'est pas une question, mais bon, voilà. Est-ce que je le fais parce que j'ai des affinités, parce que je suis dans l'affect par rapport à cette personne, ou est-ce que je le fais parce que cette personne continue de m'apprendre quelque chose? D'accord? On peut rester au contact d'un professeur parce qu'on tient à cette personne. Pas de problème. On peut aussi dire, moi j'ai envie d'apprendre encore, j'ai envie d'apprendre autre chose ou d'apprendre différemment. Et du coup, ça n'enlève rien à l'affect, ça n'enlève rien aux affinités, ça n'enlève rien à cette familiarité qu'on a développée au fil des années, mais on a envie de vivre une autre expérience. D'accord? Donc voilà, les motivations, réévaluer ses motivations et savoir où on en est, placer le curseur par rapport à notre professeur, c'est très important. Du coup, je fais juste une toute petite digression par rapport à cette histoire d'affinité. On peut rester avec un prof par affinité. Par contre, moi, je n'ai jamais expérimenté et je ne crois pas que ça existe, mais dis-moi si tu as un contre-exemple à me proposer. Je ne crois pas qu'on puisse rester avec un professeur s'il n'y a pas du tout d'affinité. Je crois qu'on ne peut pas aller avec un prof uniquement pour la dimension technique. Ça peut peut-être marcher une semaine, 6 mois, ça peut peut-être marcher un temps, mais pour s'inscrire dans une expérience longue, je crois je crois que c'est nécessaire, c'est indispensable d'avoir développé avec son professeur des atomes crochus. Je n'ai pas de contre-exemple. Je ne connais personne qui ait suivi l'enseignement de quelqu'un en me disant « Ah vraiment, je peux pas me la blairer, vraiment, je peux pas me la saquer, mais par contre, je reste avec parce que vraiment, techniquement, irréprochable. » Techniquement, c'est... Voilà, l'enseignement, il est de qualité, quoi. Je crois pas. Voilà, je pense que ça, c'est important de le dire aussi à cet endroit-là. Ensuite, une fois que tu as fait le tour de tes motivations, qui sont fluctuantes, je rappelle, c'est important aussi que tu te demandes quelles sont tes attentes. Tes attentes vis-à-vis du yoga. Qu'est-ce que ce cours hebdomadaire ou qu'est-ce que c'est ces cours hebdomadaires que tu vas prendre, que tu vas suivre, qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que tu attends par rapport à tout ça? Alors, ça aussi, c'est une chose que j'ai beaucoup l'habitude de dire. On vient au yoga avec des attentes qui parfois se réalisent, magnifiques, parfois pas du tout. Il peut y avoir une dimension un peu frustrante, mais souvent, on repart en ayant glané des choses qu'on n'espérait pas au début. C'est-à-dire que peut-être que tes attentes ne seront pas comblées, mais tu trouveras autre chose. Tu trouveras autre chose. Ça, c'est souvent ce que je dis dans le début des week-end yoga. C'est quand les élèves arrivent en week-end yoga sur 2 jours, 3 jours, elles ont des espoirs concernant ce week-end yoga. Et souvent, ces espoirs sont comblés, parfait. Et puis, parfois, pas tout à fait, mais il y a eu autre chose. Il s'est passé autre chose pendant le week-end et ok, je m'attendais pas à ça, mais je me laisse cueillir et puis c'est cool, en fait. L'expérience est cool. Mais c'est quand même important d'identifier des attentes. Parce que si ton attente, c'est de développer une forme de spiritualité, d'amener plus de spiritualité dans ta vie, et si ton prof ne t'en parle jamais, ça va revenir un peu à l'idée des motivations. Bon, à un moment donné, tu pourras pas rester dans cet enseignement-là. Parce que si le prof n'aborde jamais la dimension énergétique, la dimension philosophique, la dimension spirituelle, et que ça, c'est ton attente, ça va pas marcher. Donc, tes motivations, tes attentes, pour moi, c'est vraiment les 2 premières questions. C'est même, on va dire, une question un peu tiroir, tu vois. Mais pour moi, c'est les 2 questions qui sont très importantes à se poser. Et dans la continuité de ça, il y a est-ce que je suis prête à m'engager dans une pratique régulière? Dans une pratique régulière, est-ce que je suis prête à suivre un plan de progression? Est-ce que je suis prête à laisser les clés à quelqu'un
pendant 1 heure et demie, lui faire confiance pour me guider d'un point A à un point B, me faire progresser? Ou est-ce que, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que ça faisait vachement bien de dire qu'on fait du yoga, bon ça c'est moins le cas maintenant, mais ça l'a été à une époque, ou parce que mon médecin m'a conseillé de faire du yoga, est-ce que je me suis inscrit à ce cours? Est-ce que je me suis présentée à ce cours? Est-ce que je suis cet enseignement euh, sans être réellement animée? C'est-à-dire, je viens, mais tu vois, moi, je viens surtout parce que le boulot, ça me stresse et j'ai besoin d'une bulle pour moi où j'ai pas les enfants à gérer, où j'ai pas la cuisine à faire. Et voilà. Euh, Parce que ça aussi, ça va être assez déterminant concernant le choix de ton prof. Hein, il y a des profs qui vont avoir des exigences, des attentes envers leurs élèves, de progression, d'écoute des indications, de respect des consignes, etc. Il y a des profs qui sont extrêmement tendus sur le sujet. Je sais de quoi je parle. Et puis il y a des profs qui, je sais pas pour quelle raison, parce que du coup tu as compris que je faisais pas partie de cette équipe, mais il y a des profs qui s'en fichent un peu, c'est-à-dire que ce qui va primer sans doute pour ces professeurs, donc là je me mets à la place de ces professeurs-là, donc je suis sans doute pas du tout, enfin peut-être que je suis pas complètement dans le vrai, mais il y a des profs qui se disent, bah de toute façon, ce que l'élève prend dans le cours, bah c'est mieux que rien. Ok. Et le temps qu'il a passé avec moi, effectivement, s'il a pu décrocher un peu de son quotidien toxique ou s'il a pu prendre un temps pour respirer en conscience, bon bah c'est mieux que rien. Bon, moi le mieux que rien, ça m'intéresse pas. Moi, si tu viens dans mes cours parce que c'est mieux que rien, ça ne vaut pas la peine. Déjà parce que tu payes ton année entre 250 balles et 500 balles, suivant les associations dans lesquelles tu es inscrit. Déjà parce que tu investis financièrement sur toi, tu investis de ton temps, tu investis de ton énergie, tu investis de ton espace mental. Donc, si tu viens dans mes cours en espérant récupérer des points de vie, moi je te conseille de faire une sieste dans ton canapé ou dans ton lit. Mais il y a des profs, j'imagine, qui sont OK avec ça. Et je dis pas que c'est une mauvaise approche, je dis juste simplement c'est pas la mienne. C'est pas la mienne, c'est pas ma manière de concevoir l'enseignement. Voilà, juste pour rappel, enseigner, c'est faire acquérir la connaissance ou la pratique. C'est pas faire du babysitting et tenir un espace dans lequel les gens viennent abandonner leurs problèmes du quotidien. Ça fait partie de l'expérience, mais moi, c'est pas ça mon travail. Moi, je suis pas animateur de centre aéré. Donc, je transmets des consignes, je transmets des indications parce que j'espère que mes élèves acquièrent des connaissances. Et donc, suis-je prêt à m'engager? Ça, c'est une question. Hein. Est-ce que je suis prêt à m'engager dans ce type de pratique régulière, assidue, où il va falloir un peu de discipline, où la discipline, je fais référence à un ancien épisode, où la discipline va être tellement importante que parfois ça va supplanter la motivation ou l'absence de motivation. Voilà, c'est tout ça, ce sont toutes ces questions-là que tu dois te poser en tant qu'élève, et c'est ce qui va poser le socle du choix de ton professeur. Et donc, qu'attendre de son professeur? C'est quoi les qualités? Qu'est-ce qu'on espère de son professeur? Donc tu vas voir que ça va se croiser avec la dernière partie qu'on abordera tout à l'heure, qui est cette question de qu'est-ce que ça signifie progresser. Mais voilà, donc pour progresser, de quoi tu as besoin? De quoi tu as besoin? Parce que c'est ça en fait, être élève. Quand tu prends des cours de salsa, tu t'attends au minima à pas être ridicule le soir du mariage de ton oncle, à pouvoir aligner quelques pas les uns derrière les autres quand on va lancer le premier titre un peu latino, tu vois, la base en fait. Si tu prends des cours de cuisine, bah, t'attends qu'on t'explique comment faire un gâteau, comment réussir tes macarons, tu vois. C'est ça en fait. De quoi tu as besoin pour progresser? Qu'est-ce que tu vas attendre de ton professeur?
Alors, moi j'avais posé la question, et c'est vrai que ça semble un peu évident, j'avais posé la question à mes élèves, mais dans la plupart des réponses qui sont revenues, c'est clarté et pédagogie dans les explications. Bah oui, en fait. Merci. Parce que si tu espères enseigner une discipline sans être clair sur les termes que tu emploies, si ton professeur ne parvient pas à rendre digeste la technique, c'est que peut-être il n'a pas suffisamment expérimenté, il n'a pas suffisamment fait le travail lui-même d'intégration pour pouvoir rendre simple et clair un propos qui ne l'est pas toujours, parce que dans le yoga, dans l'hindouisme, dans la spiritualité, dans l'ayurveda, dans toutes ces... on emprunte aussi à toute la dimension médecine traditionnelle chinoise, méridien, etc. Dans tout cela, il y a des contenus qui sont complexes à appréhender. Donc parfois, la compréhension, elle met du temps à s'installer. L'intégration, ça passe par une expérience que l'on fait, que l'on refait encore. Mais pour que le propos devienne clair dans la bouche de ton professeur, il faut que le professeur arrive à rendre digeste cette chose-là. Et ensuite, la pédagogie. Alors ça, un professeur pédagogue, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une notion que je trouve très compliquée, pédagogue, parce que je crois qu'on confond souvent pédagogue avec complaisant. C'est-à-dire que pédagogie ne doit pas rimer avec considération des susceptibilités des uns et des autres. Pédagogue, ça veut dire trouver le bon chemin pour atteindre la compréhension de chaque personne et que chaque personne puisse tirer un enseignement de ce que je viens de dire. Et parfois, quand on dit de quelqu'un « il n'est pas très pédagogue », on sous-entend « non mais il n'est pas très gentil, il n'est pas très doux dans ses explications ». Alors ce sont des choses mais complètement différentes. Et là, je te le dis, tu te dis « bah oui, c'est vrai ». Mais sauf que ça nous est tous arrivé de dire « ouais, non, elle n'est pas très pédagogue ». En voulant dire pas suffisamment adaptable au tempérament des uns et des autres. Mais s'adapter au tempérament des uns et des autres, c'est quelque chose que tu peux faire en cours particulier, quand en face de toi, tu as une, voire 2 personnes. Mais en cours collectif, évidemment que tu ne t'adaptes pas en tant que professeur à la personnalité des uns et des autres. C'est impossible. Par contre, un bon pédagogue, c'est celui qui va pouvoir, bien qu'en face de lui, il ait 20 personnes ou 50 personnes, 50, ça commencerait à faire beaucoup. Mais, en face de toi, tes profs, tu as 10, 15, 20 personnes, tu dois pouvoir trouver les chemins qui vont atteindre chacune de ces 20 personnes. On en a un peu parlé la semaine dernière. Pour certains de mes élèves, le bon chemin pour les atteindre, c'est la démonstration. Si je montre, ils vont faire comme ce que j'ai montré. Pour certains autres, donc ils ont plutôt, on va dire, un référentiel visuel. Ils vont s'appuyer sur ce qu'ils ont vu pour reproduire. J'ai certains élèves qui vont très bien fonctionner simplement avec des indications entendues. Donc il suffit que je leur parle pour qu'ils amènent le pied, la main, le regard au bon endroit et qu'ils suivent les indications sans avoir besoin de se référer, de s'appuyer à une démonstration visuelle. J'ai d'autres élèves qui vont avoir besoin que je les touche, c'est-à-dire que j'indique dans le corps, en amenant la main, le doigt, etc., le bras, le coude, le pied, en amenant un contact physique, l'élève va pouvoir comprendre la direction du travail. Il y a d'autres élèves qui ont besoin de travailler en binôme, à 2, parce qu'ils vont se retrouver dans le rôle de celui qui fait, mais ils vont aussi se retrouver dans le rôle de celui qui
encadre, on va dire. Même si c'est sur un simple exercice, une simple posture, ils vont se retrouver dans celui qui encadre. Et donc le fait d'endosser ce rôle temporairement va leur permettre de trouver après, quand ça va être à leur tour, le chemin pour mieux le faire. Parce qu'ils auront compris. Donc c'est ça, un bon pédagogue. Un bon pédagogue, c'est pas être gentil. C'est pas ménager la susceptibilité. Être un bon pédagogue, c'est trouver, et parfois j'allais dire par n'importe quel moyen, la porte d'entrée de la compréhension de l'élève. Voilà. C'est ça être un bon pédagogue. Donc on attend de son professeur qu'il soit clair, expérience, digestion, intégration pour donner du contenu accessible, et pédagogue, c'est-à-dire être capable d'adapter ou d'avoir suffisamment de cordes à son arc, entre guillemets, pour pouvoir s'adresser à différents types de publics parce que tout le monde ne part pas du même endroit et tout le monde ne comprend pas de la même manière. Voilà. Pour moi, c'est le plus important. Vraiment, un bon professeur se doit de cultiver ces deux qualités-là. Et ça s'acquiert. Ça s'acquiert. On ne naît pas pédagogue. D'ailleurs, il y a des gens qui ont sans doute des facilités, mais on ne naît pas pédagogue. Ce sont des choses qui s'acquièrent avec le temps, ce sont des choses qui... Voilà, il faut se confronter. Tu vois, la semaine dernière, on parlait beaucoup des formations comme étape indispensable pour devenir professeur. Mais je dirais qu'ensuite, ce qu'on apprend sur le terrain, avec les élèves, année après année, public après public, spécificité après spécificité, avec tous les cas particuliers qui vont se présenter, c'est ça qui remplit notre besace de pédagogue. C'est grâce à toutes ces expériences, parce que le savoir théorique acquis en formation, et même quand tu te retrouves, parce que souvent en formation on fait cet exercice-là, c'est-à-dire que tu te retrouves à transmettre, enseigner une séquence de yoga postural. Mais attends, le public que tu as en face de toi, les doigts dans le nez, easy peasy, en face de toi, tu as 10 futurs profs. Donc les gens sont souples, mobiles, écoutent leur corps, respectent leurs limites. Y a pas, le boulot là, il n'y a pas de boulot là, en fait. Le boulot, il est quand, dans un cours, tu as 10 personnes en face de toi, tu en as 3 qui pratiquent le yoga depuis 25 ans, tu en as 2 qui viennent de l'Ashtanga Yoga, tu en as un qui ne fait que de la méditation assis, yoga hyper statique, spirituel, etc. Et puis tu as 2 débutants. Ah, alors là, vas-y, hein, là, vas-y. C'est dans ces situations-là que tu vas pouvoir te déployer, que tu vas pouvoir, en tant que prof peut-être, améliorer tes outils, affûter tes outils, ou en créer d'autres, parce que parfois il va falloir créer des choses. Mais voilà, pour moi, ça c'est vraiment les 2 choses les plus importantes. Et donc voilà, parfois la formation, à l'issue de la formation, tu n'as que très peu d'outils, parce que le public auquel tu t'es adressé, c'était un public déjà expérimenté. Et donc, les premiers cours, quand tu es prof, ou toi, si tu es élève et que tu vois un prof qui débute, tu vas sentir vachement en tâtonnement, en fait. Vachement en tâtonnement, parce que les chemins, il ne les a pas encore débroussaillés. Donc, voilà, ça peut expliquer parfois aussi pourquoi certains jeunes professeurs semblent un peu perdus, mais c'est tout simplement parce que il manque un peu d'expérience et ça va ensuite venir. Mais si toi, tu as envie d'avoir en face un prof assez démerde, débrouillard, qui a déjà roulé sa bosse et qui est capable de s'adapter, il ne faudra pas que tu ailles vers un prof débutant, tu vois, parce que ce sera pas adapté à tes attentes. Donc ça aussi, ça peut être une attente. Ça peut être une attente, être correctement encadré, être mis en sécurité par un prof qui a des connaissances anatomiques, des connaissances, alors j'allais dire médicales, pas du tout, je souligne à nouveau médicales, mais qui a suffisamment vu de cas particuliers pour pouvoir s'adapter. Ou si par exemple, tu vois, un autre truc, si toi tu es à un moment de ta vie où
t'es enceinte ou tu nourris le projet de l'être. Peut-être que tu vas choisir un prof, c'est souvent une prof, mais ça peut être un prof. Tu vas peut-être aller choisir une prof qui a une formation prénatale, postnatale, parce que dans son enseignement, ça va transpirer un petit peu. Et peut-être que ça te mettra en sécurité. Peut-être que tu vas te sentir un peu rassuré d'être au contact d'une prof qui a qui a cette corde à son arc, oui c'est ça, qui a cette corde à son arc, qui a la corde encadrement, grossesse dans le yoga et qui va te rassurer par rapport à ça. Donc ça aussi, ça peut être une attente, ok? Mais c'est important. Ensuite, parmi les qualités qu'on peut attendre d'un professeur, c'est sa capacité de s'adapter aux besoins et au corps des élèves. Ça revient à ce que je t'ai dit, c'est-à-dire cette expérience que l'on glane au fur et à mesure des années, même si en suivant une formation anatomie, même si en étant curieux, tu peux acquérir du savoir à travers des livres, à travers voilà, des petites formations, des modules et tout, bien sûr, mais il n'y a rien de mieux que le terrain. Parce qu'en fait, deux personnes qui souffrent de sciatique ne vont pas souffrir de sciatique de la même manière. Évidemment, ce serait beaucoup trop facile. Deux personnes qui ont eu une capsulite à l'épaule ne vont pas, une fois le problème évacué, ne vont pas retrouver le même degré d'amplitude dans le mouvement au niveau de l'épaule. Il n'y a que des spécificités. On a affaire à l'humain, on a affaire au vivant. Donc, cette capacité d'adaptation, il en va de ta survie en tant que prof, déjà, première chose. Il en va aussi un petit peu de ton succès, je fais des guillemets, de ton succès en tant que professeur, parce que si tu n'es pas capable de t'adapter, les gens vont très vite le voir et vont commencer à se questionner sur ta légitimité, sur ton sérieux, d'accord? Donc cette capacité d'adaptation, elle est hyper importante, mais elle vient aussi des cas qui vont se présenter à toi. Voilà, si tu n'as jamais eu une femme enceinte dans tes cours, ben, tu n'auras jamais eu besoin d'adapter tes cours. Alors peut-être que tu auras un vague souvenir de ce qu'on t'a dit en formation concernant les femmes enceintes, mais si tu l'as jamais... Et puis deux femmes enceintes ne sont pas enceintes de la même manière. Enfin bon, ça revient à cette histoire. Chaque cas est unique, mais il faudra pouvoir s'adapter et je pense que c'est une bonne chose en tant qu'élève d'assez vite essayer de percevoir cette capacité qu'a notre professeur à s'adapter. Je vais revenir un tout petit peu en arrière, sur cette histoire de pédagogie, parce que je pense à quelque chose qui concerne les profs qui font beaucoup de démonstrations. Il existe des professeurs qui pratiquent le cours qu'ils enseignent en même temps que leurs élèves. Donc, si tu es dans mes cours à moi, tu sais que moi, c'est pas comme ça que je procède. Moi, je pratique pas en même temps que toi. Alors, ça peut m'arriver de montrer, ça peut m'arriver pour donner l'élan, pour amener une impulsion. Ça peut m'arriver de montrer comme ça 3 mouvements du début de la salutation au soleil. Ça peut m'arriver de me mettre à respirer de manière suffisamment sonore pour que tu le perçoives et que du coup, ça t'amène à modifier ta respiration. Je peux être amenée aussi à montrer un mouvement ou une posture ou une transition, on va dire, un peu plus technique ou pas suffisamment expérimentée. Ça peut m'arriver de te montrer ça. Mais sinon, je montre rien. Je me promène. Je me promène entre les tapis. Je guide tout à la voix parce que moi, on m'a appris à faire comme ça. Et aussi parce que je me suis très vite rendu compte que, si je pratique aussi souvent que je donne des cours, mon corps va pas me suivre très très longtemps. Et 2, c'est difficile de voir ce que font les gens quand toi-même tu te retrouves avec le nez à 10 cm de ton tapis. Tu peux pas être là et ailleurs. Si tu fais, tu ne vois pas ce que les autres font. Donc, ça peut être aussi une chose pour toi qui compte, c'est que si tu veux te sentir correctement encadré, si tu veux avoir la sensation que ton professeur fait passer ta progression avant tout le reste, il faut bien qu'il te regarde pratiquer. S'il ne te regarde pas pratiquer, comment veux-tu qu'il voit où tu en es? Donc ça aussi, ça peut être une chose. Après,
je reviens à cette histoire de prof débutant. Parfois, quand on débute, on a besoin de faire pour dire ce qu'on est en train de faire. Et on n'arrive pas à dire si on n'est pas en train de faire. Donc souvent, le fait que le professeur pratique, ça peut aussi traduire une forme d'inexpérience quant à l'enseignement oral. Et donc, en fait, il va juste faire quelque chose. C'est comme quand tu fais un gâteau, tu dis, bon, bah voilà, je vais mettre la farine. Tu sais, tu te parles un peu à toi tout seul. Je mets la farine, ok, il faut que je casse 3 œufs, ok. Peut-être tu ne te parles pas du tout seul, mais dans ta tête, en tout cas, tu te récites les étapes. Bon, bah c'est un peu pareil pour le prof qui débute. Il va amener sa jambe droite à l'avant de son tapis entre ses deux mains, mais il n'arrive pas, pour l'instant, il n'arrive pas à le dire sans le faire. Ça peut venir, d'accord? Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une question et c'est quelque chose que tu peux te demander. Tu peux te demander, est-ce que mon professeur me voit pratiquer? S'il ne me voit pas pratiquer, il ne sait pas où j'en suis. Il ne sait pas si je suis correctement placée. Il ne sait pas si j'ai effectivement le pied droit devant et si je ne me suis pas gourée en amenant le pied gauche devant. Tu vois, voilà. Ça, c'est une chose et ça, enseigner sans montrer, ça s'apprend et ça se développe surtout. Ensuite, dans les autres qualités que l'on peut attendre peut-être d'un professeur, il y a l'humilité et l'écoute. Alors, l'humilité, c'est, comme je disais la semaine dernière dans l'épisode, c'est se souvenir qu'on n'est qu'un canal de transmission et qu'on ne dispose pas de tout le savoir. Bon, dit comme ça, à peu près tout le monde est humble, d'accord? Parce que tu sais que tu ne sais pas tout, tu sais que tu es encore en chemin, toi-même tu continues de prendre des cours, hein, on s'est parlé de tout ça la semaine dernière, toi-même en tant que prof tu continues de prendre des cours, donc tu sais que tu sais pas tout. Et parfois, donc tu cultives quand même cette humilité-là. C'est pas toujours évident quand un élève se présente et vient questionner ta consigne et ton indication. C'est pas toujours évident de se sentir un petit peu bousculé, un petit peu, je sais pas comment dire, un petit peu contrarié. Voilà, c'est pas évident. Mais c'est important quand même de pouvoir recevoir ce que l'élève te dit au moment où il te le dit et de considérer, est-ce que la personne me fait cette réflexion parce que son corps l'empêche d'y aller et je n'avais pas pris en considération ce cas particulier? Dans ces cas-là, c'est à moi de faire le chemin vers la personne parce qu'en tant que professeur, je dois lui trouver une solution. Ou est-ce que, et ça arrive, on a affaire à un contestataire qui a quelques difficultés avec l'autorité, avec la figure du professeur, et vient mettre dans la balance la consigne que tu as donnée, simplement pour te mettre en difficulté. Il y a des gens qui cherchent la petite bête. D'accord? Il y en a, moi ça fait 10 ans que j'enseigne, j'en ai rencontré un paquet, encore une fois, on attire à nous les gens qui nous ressemblent, mais effectivement j'en ai rencontré plein, des gens qui ont du mal avec l'autorité, avec ce que je représente en tant que professeur. Alors je dirais que ça a tendance à s'atténuer, peut-être parce que je vieillis, parce que aussi je peux assumer 10 ans d'expérience et que je les revendique. C'est vrai qu'il y a peut-être 5 ou 7 ans en arrière, on avait davantage tendance à remettre en question ou parfois carrément à ne pas suivre mes indications, sous prétexte peut-être que j'étais un peu jeune, peut-être un peu inexpérimentée. Bon, peut-être que aussi sous prétexte parfois qu'un autre professeur avait montré différemment et du coup, on va rester en fidélité par rapport à la première démonstration et aux premières explications qu'on a eues d'une posture et on va avoir du mal en tant qu'élève à faire le chemin vers ce nouveau cadre proposé par le nouveau professeur. Bon, ça, vraiment, je pourrais vraiment dédier un épisode entier à ça parce que quand on change de prof, ça soulève tellement d'insécurité, tellement de questions, tellement de
d'inconfort, c'est énorme, c'est énorme. Ce qui se passe lorsqu'on change de professeur, c'est énorme. C'est comme quand tu changes de lieu de vie, quoi, tu vois. C'est vraiment tes habitudes, tout est reconsidéré. Donc c'est vraiment important. Mais euh, l'écoute en tant que professeur, on doit pouvoir recevoir ce que les élèves nous apportent, qu'ils soient contestataires, et il faudra trouver un positionnement avec ceux-là qu'on adore. Il faudra trouver un positionnement avec cela. Donc moi, je peux pas donner... Enfin vraiment, j'ai un positionnement qui est extrêmement radical avec les contestataires. Donc je sais pas si je suis un exemple à suivre. Mais parfois, on aura aussi en face quelqu'un qui dit « je peux pas le faire ». Et en fait, il peut vraiment pas le faire. Il peut vraiment pas le faire. C'est pas une question de mauvaise volonté, c'est pas une question de flemme, c'est pas une question de manque d'envie, c'est pas une question d'absence de concentration, c'est une incapacité. Et peut-être que moi, je ne l'ai pas considéré, je ne l'ai pas anticipé, cette incapacité. Donc, je dois pouvoir l'écouter. Et c'est à moi d'aller vers, c'est à moi de faire le chemin en tant que professeur. Donc ça peut te donner aussi une indication en tant qu'élève. Si tu n'arrives pas à faire une posture et que le prof te dit, c'est pas grave, la fais pas. Alors, euh, alors effectivement, c'est pas grave de pas faire une posture. Il y a pas de problème. Ne pas faire une posture, c'est pas grave. Je veux dire, on sauve pas des vies. C'est pas comme si tu avais oublié de rebrancher un truc sur un pacemaker. Pas de problème. Ne pas faire une posture, c'est pas grave. Mais si le prof a zéro proposition pour toi, tu vois, tu vas te sentir un peu exclu, quoi. Tu vas te sentir un peu sur le côté, là, bande d'arrêt d'urgence. Ok, du coup, je vais regarder les autres faire. Bon, voilà, c'est pas génial. C'est pas génial dans le ressenti, c'est pas génial parce que du coup, ça prouve que le prof, pour respecter son contenu, le flow, l'esthétisme, le timing, j'en sais rien, hein, peut-être qu'il a pas pris le temps de t'écouter, de te recevoir, alors que tu es aussi légitime que n'importe quel autre élève dans la salle pour recevoir un enseignement de qualité. Et pas un enseignement à trous parce qu'il y a certaines choses que tu peux pas faire. Donc, bon, voilà. En tout cas, l'humilité et l'écoute, ça peut être des qualités que l'on recherche aussi chez un professeur. Toi, si c'est important, ça fait partie, encore une fois, peut-être de tes attentes, peut-être de tes motivations, de ce que tu espères du cours. Euh, je dirais aussi que parmi les attentes qu'on a d'un professeur, euh, c'est de le sentir capable de transmettre dans un cadre sécurisant. Dans un cadre sécurisant, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi bien un cadre qui respecte ou qui invite en tout cas chacun à respecter les limites du corps. Donc ça, c'est important que le professeur, je crois, donne la possibilité à ses élèves de venir le voir pour dire voilà, si vous êtes blessé, si vous avez quelque chose à me signaler, n'hésitez pas à me prendre en aparté, n'hésitez pas à me faire un petit signe, on peut s'en parler. Bon, moi par exemple, je sais que je suis très joignable par SMS, par mail et tous mes élèves peuvent me contacter n'importe comment. Donc parfois ils n'ont pas besoin d'être en face à face pour me dire au fait voilà il m'arrive ça en ce moment, je tenais à te prévenir avant de venir en cours. Ça m'arrive souvent de recevoir des messages de cet ordre-là par exemple. Donc d'ouvrir un espace dans lequel l'élève se sent en sécurité pour pouvoir exposer des fragilités physiques et aussi de rappeler toujours en début de cours, alors peut-être on ne le fait pas à chaque cours mais on le fait quand même suffisamment régulièrement pour que les gens respectent leur niveau d'énergie, respectent leur état de fatigue, respectent le contexte parce qu'en fait les gens ne sont pas parachutés dans une salle de yoga comme ça. Ils viennent et ils ont traversé une journée ou un début de semaine ou un mois ou une année ou 5 années de vie de merde difficile. Parfois, le patron leur casse la tête. Parfois, ils ont des problèmes avec un enfant qui est malade. Parfois, ils ont leurs parents qu'ils doivent mettre en maison de retraite. Parfois, ils vivent un deuil. Parfois, ils se séparent. Ou parfois, ils sont en train de préparer un super voyage à l'autre bout du monde et ils sont tellement enthousiastes que tout leur corps s'impatiente. Bon, c'est bien de leur rappeler qu'il y a ça. Qu'en fait on vient sur le tapis en se trimballant un maximum de bagages
Et dans ces bagages-là, il y a aussi les blessures physiques. Il y a aussi ce dos qui tire parce qu'on a un travail qui est physiquement engageant. Il y a aussi ce poignet qui fait mal. Il y a aussi cette épaule qui continue de se manifester parce qu'on s'est luxé l'épaule il y a 10 ans au ski quand on avait 35 ans, etc. C'est important de poser un cadre sécurisant. Et ce cadre sécurisant pour le corps, on doit aussi pouvoir le poser pour l'esprit. Je commence tous mes cours avec une introduction qui en saoule certains sans aucun doute. Mais cette introduction, elle me permet d'expliquer à mes élèves où on va, ce qu'on va faire. Parce que je crois que lorsque l'esprit comprend ce qu'on va faire, le corps exécute mieux. Ça, c'est ma croyance, donc j'enseigne dans cette direction-là. Et parfois, je partage dans cette introduction ce que je suis, ce que je pense, ce qu'on m'a appris, ce que j'ai remis en question. Ça m'arrive même qu'il y ait mes influences, pas mes influences, mais mes accointances politiques, ou qui est ce féminisme aussi qui transpire lorsque je parle. Ça peut m'arriver de teinter mon introduction de spiritualité. Je parle de l'hindouisme, je parle des chakras, je parle de l'énergie, je peux parler de catholicisme. Ça peut m'arriver de parler de toutes ces choses-là, mais c'est toujours important, encore une fois, de reposer un cadre sécurisant pour l'élève et de dire « moi, j'essaye pas de vous convaincre. Moi, je suis pas là pour prêcher quelques paroles que ce soit, et mon objectif n'est pas de vous embrigader dans quelque chose, parce que ça m'est arrivé, surtout au début, quand j'enseignais au début, d'avoir des élèves, mais dès que tu employais le mot religion, le mot spiritualité, non mais j'avais des élèves, je te jure, physiquement ça se voyait, ils se fermaient, ils se cadenassaient, triple tour, tout se fermait. Les yeux, on était à un cheveu que les gens ne mettent pas leurs doigts dans les oreilles pour ne pas m'entendre. C'est-à-dire que le corps exprimait un tel rejet de certaines notions que tu avais vraiment l'impression d'être là en train d'essayer de leur dire « Rejoignez-moi dans ma secte, petits amis », alors que ça n'a jamais été mon objectif. Simplement, moi je réexplique toujours aux gens que le yoga, c'est pas une gymnastique. Le yoga vient de l'hindouisme, le yoga vient de l'Inde, le yoga vient, alors, le yin yoga par exemple est plutôt inspiré de la médecine traditionnelle chinoise et du qi plutôt, et des méridiens, de la circulation énergétique des méridiens, etc. Donc en fonction du temps dans lequel je me trouve et de ce que j'ai envie de transmettre, je vais aller contextualiser, je vais fournir des données théoriques. Mais ces données théoriques-là, elles sont simplement pour aider la personne à comprendre ce qu'on va faire. C'est pas pour dire « viens voir, j'ai raison, viens voir dans ma chapelle, qui est mieux que ta chapelle ». D'accord ? Mais encore une fois, donc, ça peut être important en tant qu'élève. Si vraiment tu fais un rejet, pas de jugement, mais si tu fais un rejet complet de tout ce qui a attrait à la spiritualité, de tout ce qui a attrait à la religion, soit ne fais pas de yoga, vraiment, ne fais pas de yoga. Soit, écoute, va trouver un prof, parce qu'il y en a, ça existe, va trouver un prof qui n'aborde le yoga que dans sa dimension physique. Donc tu vas te retrouver à faire du stretching et du renforcement musculaire doux, pas de problème, si c'est ce que tu veux, mais va chercher un prof qui n'abordera pas les chakras, qui n'abordera pas l'ayurveda, qui n'abordera pas les dieux de l'hindouisme. Va chercher un prof comme ça. Et il y en a, t'en trouveras. Mais c'est important que tu te poses cette question. Donc, le cadre sécurisant, aussi bien pour le corps que pour l'esprit, dans le but d'éviter toute interprétation du discours, dans le but d'éviter toute dérive, et dans le but aussi d'inviter tout le monde à l'autoresponsabilisation, parce que pour moi, l'autoresponsabilisation, la responsabilisation, parce que pour moi, c'est ça aussi. Être un bon prof, c'est de dire « moi, je te montre un chemin, mais le chemin, je ne le fais pas à ta place. Je ne vais pas t'assister. Je ne suis pas ta béquille. Tu vois ? Je te montre un chemin parce que je l'ai emprunté, parce que je connais à peu près les contours, je suis déjà passée par là, ça va aller. Mais qu'est-ce que tu fais du chemin ?
qu'est-ce que tu fais du chemin? Si t'attends que je te tracte tel un poids mort, bah ne compte pas sur moi. En plus, si tu me connais un peu dans la vraie vie, tu sais très bien que ça, c'est pas mon truc. Donc, la responsabilisation personnelle, c'est aussi ce que j'attends de mes élèves, moi en tout cas, et ce que je trouve intéressant chez les professeurs, et il y en a que je préfère suivre par rapport à d'autres, parce qu'ils m'invitent à être responsable de mes choix. Je viens, je ne viens pas, mais si je viens pas en cours, je peux pas me plaindre de ne pas progresser. Si je fais pas l'effort pendant le cours de suivre les consignes ou de respecter les indications, je peux pas me plaindre de pas y arriver. Vraiment, pour moi, ce truc de se responsabiliser soi-même, déjà, c'est extrêmement puissant. Ça donne une sensation d'empuissancement, je ne sais pas si ça se dit, d'empuissancement très très fort. Ça te permet, malgré le fait qu'il y ait un maître, qu'il y ait un professeur, ça te permet de rester quand même un peu aux commandes de ce que tu es en train de faire. Et puis, ça t'empêche de te décharger, de rejeter la faute sur la météo, tes enfants, ton mari, ta constipation, ton patron, le fait que t'aies pas assez mangé, t'as peur de faire une hypoglycémie en cours, bref, ça t'empêche de rejeter le problème ou les problèmes sur quelqu'un d'autre que toi-même. Donc pour moi, qu'un professeur invite à la responsabilisation, c'est très important. C'est vraiment très important. Peut-être que pour toi, non. Peut-être que toi, tu as hyper envie d'être assisté. Peut-être que tu as hyper envie d'être materné, d'être chouchouté, d'être choyé. Peut-être, hein. Bon, il y a un peu de jugement dans ce que je dis, donc pardon si je te vexe. Mais peut-être que c'est ça ta recherche. Il faut que tu ailles vers des profs qui vont te proposer ça. Pareil, il y en a des profs qui proposent ça, hein, qui sont dans l'ultra-assistanat de leurs élèves, qui les maternent vraiment, qui ne les poussent pas trop, qui les invitent à mettre 2 tapis pour pas se faire mal aux genoux quand on est à 4 pattes, pour bien mettre un petit coussin sous la tête quand on est allongé sur le sol. Moi, t'as compris que dans mes cours, ça c'est pas possible, ça existe pas. Après, attention, hein, si mes élèves ont des blessures, si mes élèves ont besoin d'ajustements parce que le corps réclame des ajustements, bien sûr, il n'y a pas de sujet. Mais tu vois, bon, encore une fois, je sais plus si c'est dans l'épisode de la semaine dernière ou au début de celui-là que je te disais ça. Si tu as envie de te reposer, reste chez toi. Voilà, ça c'est dans mes cours. Je continue sur qu'attendre de son professeur. C'est important que tu te questionnes aussi si ton professeur, il est capable de faire une différence entre enseigner une technique, le yoga postural, on va dire essentiellement ça, parce qu'aujourd'hui c'est quand même ça qu'on transmet, hein, en 2025, on transmet la posture essentiellement. Donc est-ce que ton prof te transmet les asanas correctement, les alignements, les placements, l'engagement musculaire, là où il faut détendre au contraire, bon voilà, est-ce que cette technique-là, elle est enseignée correctement? Et est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ton prof est capable de faire la différence entre ce moment qui est très technique et le moment où transpire plutôt la guidance vers un chemin personnel? Quand on va t'inviter, parce que ça arrive, hein, dans les cours, on va t'inviter à plus d'endurance, on va t'inviter à plus de courage, on va t'inviter à peut-être je sais pas, plus de lâcher prise, plus de laisser aller, plus d'abandon. Ça, ce sont des qualités, ce sont des choses qui vont être vraies sur le tapis, qui vont avoir leur importance, qui vont exister sur le tapis, mais tu sens bien que quand on parle de ça, on ne parle pas que du travail sur le tapis. En fait, ce sont des notions qui s'exportent dans le quotidien. Et est-ce que ton prof, il fait la différence entre les deux? Est-ce qu'il amalgame? C'est pas un problème d'amalgamer, mais est-ce que tu es OK avec le fait que le prof amalgame technique et guidance sur un chemin personnel, est-ce qu'il te donne quelques clés pour que tu te connaisses mieux toi-même, pour que tu te regardes un peu plus en face? Est-ce que tu es OK avec ça? Si c'est très inconfortable, moi j'ai eu ça, j'ai vécu ça, moi des élèves qui n'avaient pas du tout envie d'être mis face à ce qu'ils sont, qui sont partis. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pour chaque élève existe un professeur, hein.
Donc, si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Et peut-être que de me rencontrer mettra la lumière sur le fait que c'est peut-être pas le yoga la bonne discipline pour toi. Peut-être. Ou peut-être que tu diras plus jamais ça comme prof et tu iras chercher un autre prof avec d'autres qualités et d'autres défauts, sans aucun doute, mais peu importe. Donc voilà, ça selon moi, ce sont les choses que l'on peut vraiment attendre de son professeur. Et puis, je voulais qu'on aille sur une dernière partie qui est donc qu'est-ce que ça signifie progresser? Parce que dans le yoga, progresser, ça a une définition quand même un petit peu différente que dans d'autres disciplines. Dans le yoga, je crois qu'il faut déconstruire un peu l'idée de performance ou de pose spectaculaire. On a des élèves qui n'ont du yoga que l'image véhiculée dans les médias. Les médias comme Instagram, comme la télévision, ce genre de choses. Et en fait, souvent, ces démonstrations-là sont physiquement impressionnantes, j'allais dire un peu circassiennes. On est sur des compétences physiques qui sont de l'ordre de la rareté. Parfois, on voit des démonstrations de yoga, on voit des personnes qui pratiquent le yoga postural, et qui sont d'une souplesse hallucinante, ou qui sont d'une force physique extrême, et on se dit que c'est ça la norme dans le yoga, alors que pas du tout. Là, on est sur des cas extrêmement exceptionnels, et en réalité, 98% des élèves sont constitués par des gens qui sont moyennement souples, moyennement musclés, moyennement mobiles, souvent blessés ou qui ont eu des blessures. Donc quand on me dit moi je voudrais faire du yoga mais je suis pas du tout souple, moi à chaque fois je réponds comme 8 élèves sur 10 en fait. Voilà, tout le monde est comme ça, tout le monde est dans ce cas-là. Et il faut pas attendre d'être souple pour s'inscrire à un cours de yoga, ou en tout cas, faut pas cultiver la croyance que pour aller au yoga, il faut être capable de faire un grand écart parce que c'est ce que tu as vu sur Internet. Parce que ça, c'est se leurrer. C'est vraiment, là, c'est une image qui est totalement construite par rapport au yoga, qui est totalement à côté de la plaque. Alors oui, il y a des gens qui pratiquent le yoga de cette manière-là, mais c'est un pouillème par rapport au nombre de pratiquants qu'on est sur la planète. C'est un pouillème. Alors c'est eux qui vont avoir la visibilité, ben oui, parce que c'est toujours... On est dans une culture de l'image. Donc c'est sur Internet, quand on va te dire la personne elle fait du yoga, on va pas te montrer quelqu'un assis en tailleur qui se bouche alternativement la narine droite et la narine gauche. Bon, c'est pas hyper sexy, quoi. Alors que c'est du yoga. On va te montrer la nana qui vient se gratter le cuir chevelu avec ses orteils. Waouh! Parce que ça, tu vois, c'est visuel. C'est impressionnant. Il y a de l'image, il y a un truc à montrer. Mais c'est pas ça le yoga. Enfin, ça peut l'être, mais c'est encore une fois, il y a beaucoup plus de gens qui sont assis en tailleur à se boucher le nez droite-gauche plutôt qu'à faire un grand écart avec la jambe remontée derrière. Celle-là, elle est inscrite au Cirque du Soleil. Voilà. Ils sont assez peu nombreux, finalement, ceux qui font des démonstrations physiques exceptionnelles. Donc, progresser, ça ne devrait pas être une notion corrélée à l'idée de performance physique ou de pose d'asana spectaculaire. On devrait dissocier ça. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire progresser en yoga? Parce que si ça veut pas dire ça, qu'est-ce que ça veut dire? Progresser dans le yoga, je crois, mon point de vue, c'est que c'est avancer, je donne un synonyme de progresser, avancer sur son chemin intérieur. Moi, je crois que c'est ça. Et tous les outils qu'on a dans le yoga, que ce soit la pratique posturale, les respirations, la méditation, les exercices de concentration, les yamas, les niyamas, enfin tous les outils qu'on a dans le yoga, concourent à une meilleure connaissance de soi, nous invitent à mieux habiter notre corps
nous propose de cultiver notre conscience. C'est ça en fait notre progression. Est-ce que je suis plus conscient de moi-même que je ne l'étais il y a encore quelques mois? Et là, je sais que j'aurais progressé du coup. Je vais pouvoir le constater. Est-ce que j'habite mieux mon corps? Est-ce que je vis plus en symbiose avec moi-même depuis que je pratique? Pour moi, c'est ça la signification de progresser dans le yoga. Alors bien sûr, c'est toujours chouette, c'est toujours plaisant de voir que on a progressé dans notre chien tête en bas. C'est toujours intéressant de se challenger sur la posture sur la tête ou de sentir qu'on a la sangle abdominale qui se renforce, évidemment. Mais ça, ce sont des observations qui concernent le corps et on sait que le corps, il évolue tout le temps. D'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre. Il y a un jour, tu peux faire les choses, tu peux avoir ton grand écart et le lendemain, pour une raison, on ne sait pas laquelle, tu n'y arriveras pas. Un jour, tu vas monter dans la posture du pont, tu vas pouvoir faire le pont. Et puis, à un autre moment, tu sais pas, dans les poignets, dans les épaules, il y a un truc qui va bloquer. Et parfois, on s'attache trop à la dimension physique, à cette capacité qu'a le corps de réaliser certaines choses, et on en oublie, on en perd un petit peu de vue que, en fait, le corps n'est qu'un écrin, n'est que le contour de quelque chose qu'on essaye de cultiver en dedans. Tu vois, si tu veux, je vais prendre une image. Je la cherche. Ton corps, c'est un peu... Tiens, tu vois, voilà, hop, je pense à ça parce que en ce moment, je vois beaucoup de jardins ouvriers dans lesquels, tu sais, les gens font pousser plein de trucs. Et là, en ce moment, il y a tellement de choses qui sont mûres que moi, j'ai envie d'avoir mon jardin. Mais ton corps, ce serait un peu comme la serre dans laquelle tu vas faire pousser tes tomates. On est d'accord que si cette serre, elle est toute trouée, bancale, montée de traviole, que tu peux pas la fermer et que elle ne respecte pas sa fonction, elle ne remplit pas, voilà, pardon, je cherchais mon mot, elle ne remplit pas sa fonction de serre, tu vois bien que tu vas pas pouvoir avoir des belles tomates. Mais au final, pourquoi tu as une serre? C'est bien pour avoir des tomates. Une serre sans rien dedans, on s'en fout un peu, non? Donc ce qui va t'intéresser, c'est que cette serre, elle soit bien comme il faut. Alors ce bien comme il faut, on pourra le redéfinir, mais qu'elle soit bien comme il faut pour que tes tomates arrivent à maturité et que quand tu vas les cueillir, elles soient ni véreuses, ni toutes pourries, ni pas bonnes. C'est un peu la même chose avec le yoga. On a un corps, on veut un corps comme il faut, pas troué, pas bancal, pas monté de traviole, capable de conserver la chaleur, l'étanchéité. Oula, quand je dis étanchéité, j'ai une image. Peut-être t'as eu la même. Bref, on veut un corps comme il faut. Mais en fait, l'important, c'est ce qu'il y a dedans. C'est les petites tomates que tu cultives à l'intérieur. Je ne sais pas si cette image te parle ou si je me suis perdue. Ou si je t'ai perdue. Bon, bref, voilà. La progression, selon moi, dans le yoga, c'est ça. Mais peut-être que pour toi, progresser, questionne-toi. Qu'est-ce que ça veut dire progresser? Parce que, encore une fois, si progresser, ça veut dire pouvoir faire la posture sur la tête et avoir tes 3 grands écarts, droite, gauche, faciale, va chercher un prof qui t'amène là-bas. Trouve un prof qui t'emmène dans ça. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. Hein. Mais voilà, faut se demander ça. Je termine avec quoi? Je termine en te parlant du fait que dans la notion de progression, pour moi, il y a cette notion de régularité. La régularité, plus que l'on va choisir, plutôt que la technicité, la difficulté des postures. Pour moi, être un yogi avancé, un yogi expérimenté, c'est quand on pratique tous les jours. Voire ou alors quasiment tous les jours. Si tu pratiques une fois par semaine et que, oh là, magnifique, tu montes sur la tête ou tu fais le pont avec une jambe levée, c'est splendide. Mais si tous les autres jours de la semaine,
Tu prends pas soin de ton corps, tu prends pas soin de ton esprit, tu prends pas soin de ta relation aux autres, de ta relation au monde, de ta relation à toi-même. Bon, pour moi, tu fais pas de yoga. Tu viens de me faire un petit spectacle, mais tu fais pas de yoga. Donc, choisir la régularité, pour moi, c'est la clé de la progression, plus que de se mettre des challenges de difficultés posturales. Et enfin, dans la progression, il y a cette notion de relation, de confiance entre élèves et professeurs, parce que ça va servir de catalyseur de progression. Alors, moi, c'est quelque chose que j'expérimente beaucoup. J'ai la chance d'avoir des élèves depuis longtemps. Dans les endroits dans lesquels je travaille, dans les associations pour lesquelles je travaille, souvent, quand tu t'inscris à un cours, tu t'inscris de septembre à juin. Donc, ça nous laisse déjà la possibilité de vivre 8 mois ensemble et de pratiquer 8 mois ensemble. Donc, pendant 8 mois, tu vas suivre mes indications. Mais j'ai beaucoup d'élèves pour qui ces 8 mois se sont transformés en 3 années, 7 années, 10 années. Moi, j'enseigne aujourd'hui à des gens à qui j'ai enseigné lors de ma première année d'enseignement. Quand je pense à ça, j'ai les mains en prière et je me dis, mon Dieu, de quelle patience ils ont eu avec moi, parce que vraiment, je les remercie pour leur fidélité, parce que je ne suis pas du tout aujourd'hui le professeur que j'étais il y a 10 ans. Alors, je porte beaucoup de bienveillance sur ce prof que j'ai été, mais évidemment qu'aujourd'hui, je ne suis pas le même prof. Et des fois, tiens, je digresse un peu, mais des fois, j'ai des élèves qui me disent « Dis donc, t'as beaucoup changé ». Et c'est une réflexion, c'est une remarque que je trouve, un peu idiote, pardon, parce que si ça se trouve, c'est toi qui m'as dit ça un jour. Donc, je trouve cette remarque des fois un peu idiote parce que, bien sûr, j'ai changé. Et je sais jamais quoi répondre, parce que qu'est-ce que tu veux dire quand quelqu'un te dit « Dis donc, t'as changé depuis 10 ans ». Mais fort heureusement que j'ai changé, mais imagine quelle tristesse ce serait si j'étais exactement la même personne. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. Quelle tristesse ce serait si j'étais la même personne que quand j'en avais 28 ou 29. Mais horrible de ne pas cheminer, de ne pas apprendre, de ne pas tirer les enseignements des expériences, de ne pas se calmer ou devenir un tout petit peu plus sage. Quelle tristesse! Évidemment que j'ai changé. Et donc, voilà, j'essaye de regarder avec beaucoup d'amour, de bienveillance cette personne que j'ai été. Mais je me dis, les élèves qui m'ont connue à cette époque-là et qui sont encore là maintenant, m'ont sans doute vu changer donc. Eux aussi ont sans doute changé et peut-être que voilà, le timing, la vie fait qu'on a évolué un peu en même temps et en tout cas dans la même direction. Mais je me dis, mais quelle patience ils ont eu avec moi. Parce que vraiment, il y a 10 ans, quand j'étais baby prof, c'était pas simple. D'être élève avec moi, c'était pas simple. Donc, je pense que c'est devenu plus simple de suivre mes cours. J'ai l'impression que c'est devenu plus simple. Mais c'est aussi parce qu'on se connaît bien, alors du coup, on tolère nos petits défauts, tu vois, respectifs, quoi. Mais je crois que c'est quand même devenu plus simple. Enfin, en tout cas, cette relation de confiance entre l'élève et le professeur, elle va vraiment être indispensable à la progression. Encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, si tu détestes ton prof, mais que tu lui reconnais des compétences techniques, ça suffira pendant un temps, mais ça suffira pas sur longtemps, parce que quand on prend un cours de yoga, quand on transmet le yoga, on transmet et on apprend autre chose que la technique. Donc, il va falloir entrer en relation avec le professeur. Ça va se construire, on va se fâcher, on va être d'accord, plus d'accord, on va s'aimer, un peu moins s'aimer, ça existe en fait. Et les profs qui disent qu'ils n'aiment pas leurs élèves, les profs qui disent qu'ils ne sont pas attachés à leurs élèves, c'est des profs qui ont vu leurs élèves une fois. Ça arrive, il y a des studios à Paris et tout, où tu viens, tu prends un cours de yoga et pas d'autres. Et tu viens et tu picores, tu vois un peu. Mais quand tu viens semaine après semaine, avec le prof, il se crée quelque chose. Alors, il y en a avec qui il se crée des choses extrêmement fortes qui sont très proches d'une relation amicale, qui peuvent devenir une relation amicale. Je te parle de ma copine Camille, qui est devenue vraiment mon âme sœur et qui a commencé comme élève. Tu vois, tout simplement, je la connaissais de nulle part ailleurs. Elle est arrivée comme élève et
cette relation s'est déployée, s'est développée. Mais il va forcément se tisser quelque chose qui appartient à l'affectif, à l'émotionnel. Et c'est pas un gros mot. Et c'est pas une mauvaise chose. Et moi, oui, je suis attachée à mes élèves. Et quand, des fois, ça m'arrive d'entendre, mais ces élèves ne sont pas tes élèves, ils sont avant tout inscrits à une association. Ben non. En fait, non. Excuse-moi de te dire non. Je vais adopter une posture de rejet par rapport à ce que tu viens de me dire, parce qu'en fait, non, ce sont mes élèves. Et moi, je suis leur professeur. Il y a quelque chose, sans aller dans un discours déviant, sans parler de dérive, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'appartenance. C'est pas que tu m'appartiens en tant qu'élève et que je t'appartiens en tant que professeur. C'est que toi, tu décides de te fier à moi et moi, je décide de te prendre la main et de te guider quelque part. Mais ça, c'est hyper fort. C'est hyper fort. On se doit rien, on se connaissait pas d'avant. Tu as décidé un jour comme ça de venir prendre un cours de yoga et tu te retrouves face à moi. Et si par chance, mon énergie match avec la tienne, et si par chance, tu trouves ma personnalité adéquate pour te guider sur un temps court, un temps moyen, un temps long, peu importe, mais si tu as envie de faire un bout de chemin avec moi, si par chance on se rencontre, c'est ça en fait, c'est une rencontre. Mais si par chance on se rencontre, fais-moi confiance, je vais te faire progresser. Ça prendra un peu de temps. Parce que, voilà, on chemine tous différemment. Mais je vais te faire progresser. Ça, si tu rencontres ça, c'est précieux ça. Moi, j'ai rencontré ça. Avec Patrick, évidemment, tu vois, hop, ça revient toujours sur le tapis. J'ai rencontré ça avec Patrick. Je me fie à lui. Est-ce que ça veut dire que je suis toujours d'accord avec ce qu'il fait? Je suis toujours d'accord avec ce qu'il dit? Est-ce que ça veut dire que je le trouve tout le temps génial? Mais non. Mais non. Bien sûr, parce que j'ai mon libre arbitre, parce que j'ai ma sensibilité, parce que je ne suis pas une copie de Patrick. Je suis capable de prendre de la distance. Parfois même, je me suis un peu rebellée sur des notions, sur des choses qui l'amenaient dans les cours. Ça m'est arrivé de me retrouver un peu confrontée à des choses. Mais c'est ça aussi son rôle. C'est ça aussi son rôle, c'est de se mettre en miroir, de dire « Ok, t'aimes pas quand je dis ça. Ok, ça te met dans l'inconfort quand je te mets face à ça. Mais pourquoi? Pourquoi tu n'aimes pas ça? Pourquoi c'est dur pour toi? Mais j'en ai pleuré, hein. J'en ai pleuré. Et peut-être que toi, ça t'est arrivé, si tu prends des cours avec moi, peut-être que ça t'est arrivé dans mes cours. Ou peut-être que ça t'est arrivé ailleurs, avec d'autres professeurs. Hein, on parlait de la scolarité. On parlait, l'épisode de la semaine dernière, on parlait de ces professeurs avec lesquels on était en adhésion et ces professeurs qui nous ont un petit peu mis en difficulté. Mais pourquoi? Pourquoi ces professeurs-là, ceux qui étaient dans la case des méchants, pourquoi ces professeurs-là, on les a étiquetés méchants? Qu'est-ce que ça dit de moi de mettre ma prof de littérature dans la case des méchants? Encore une fois, responsabilisation personnelle. Donc voilà, pour moi, toutes ces choses-là, je vais essayer de faire plus court que la semaine dernière en termes de... Mais c'est pas plus court. Oh là là, mon Dieu. Donc toutes ces choses-là font partie de ce qui devrait guider ton choix pour aller vers un bon professeur. Et le bon professeur pour toi, je vais terminer avec ça, tu vois, le bon professeur pour toi ne sera pas le bon professeur pour ta cousine ou pour ta voisine. Donc, c'est chouette hein, quand tu rencontres quelqu'un, surtout si ce quelqu'un c'est moi, c'est très chouette que tu ailles dire autour de toi, j'ai rencontré une prof, elle est géniale, elle est super, vraiment hyper compétente, j'adore ses cours, c'est magnifique, c'est génial que tu fasses ça. Mais peut-être que ta voisine, elle va venir prendre un cours avec moi et qu'elle va dire, bah franchement, je vois pas ce que tu lui trouves. C'est comme quand tu conseilles un complément alimentaire pour les troubles digestifs. Toi sur toi, ça a fait des miracles. T'as arrêté de péter, t'es plus constipé, t'as le ventre qui dégonfle, magie.
Et tu vas le proposer à ta sœur, et ta sœur, elle te dit, bah alors moi, sur moi, c'est pire que tout, quoi. Ça me rend malade, j'ai la nausée, ça m'a filé de l'acné, je comprends pas ton truc. C'est la même chose. Rappelle-toi que ta sensibilité fait que ça va matcher avec ma sensibilité ou avec celle de ton prof. Et tu n'as pas la même sensibilité que ta voisine. Même si vous vous ressemblez, même si vous vous entendez super bien dans la vie, tu n'as pas la même sensibilité que ta voisine. Et elle n'aura pas les mêmes attentes, je reviens à ce qu'on s'est dit au départ, elle n'aura pas les mêmes motivations, elle n'aura pas les mêmes attentes que toi. Donc, elle n'ira peut-être pas vers le même professeur. Voilà. Je termine avec ça pour dire que à chaque élève correspond un professeur et que c'est tant mieux. Que c'est vraiment tant mieux. Il y en a pour tout le monde. Mais encore une fois, questionne la provenance de ton professeur. Questionne sa capacité à poser un cadre rassurant. Questionne-toi sur tes attentes et tes motivations. Réenvisage la notion de progression, en tout cas lorsque l'on parle du yoga. Et vraiment choisis un prof qui résonne et qui va te permettre de cultiver une relation avec ce professeur, une relation saine. Voilà. Ton professeur, c'est un guide, mais c'est ton chemin à toi. Si tu veux, je te propose de me mettre en commentaire ou sur Insta ou si tu veux ou n'importe où, tu me partages toi ta propre expérience avec ton professeur de yoga. Que ce soit un professeur super avec lequel tu continues de travailler et que tu trouves vraiment génial, avec qui tu as pu développer une relation, ou si tu as envie aussi de partager une mauvaise expérience, voilà, un souvenir un peu pénible avec un professeur de yoga ou autre, hein, quelque chose qui t'aurait un peu marqué, n'hésite pas à le faire. Moi, je suis toujours curieuse de vous lire et je trouve que ça amène pas mal d'eau à mon moulin et pourquoi pas me permettre d'envisager un autre thème pour un autre épisode. Je te souhaite une très belle journée, je te dis à bientôt. Merci d'avoir pris ce temps avec moi dans le flow conscient. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager, à t'abonner ou à laisser un mot doux sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau souffle, une nouvelle réflexion. D'ici là, reste en flow et en conscience. À bientôt.